peut-être passer à du concret pour essayer de passer aussi à vos cas individuels. Alors, les cas individuels, on pourra les discuter à la fois Antoine, Mohamed et moi après, ou Stéphanie. Mais là, on a essayé de faire 3 grandes situations. Je ne sais pas si vous tombez tous sous l'une. Alors, j'ai pas mis le cas, on travaille déjà ensemble. Parce que, on travaille déjà ensemble, ça veut dire que c'est déjà engagé. Donc, c'est plutôt pour ceux qui ne sont pas engagés. Ceux qui ont déjà voté, même en tout début d'études comme vous avez déjà voté les études, donc vous êtes déjà sur un chemin. Là, c'est ceux qui sont engagés sur rien. Le premier cas, il y a une personne qui est motivée ici, qui sait qu'elle a besoin que la copropriété a besoin d'un ravalement ou de travaux un petit peu globaux, et qui pense que les copropriétaires sont prêts à suivre sur une étude. Dans ce cas-là, il faut lancer ce qu'on appelle les études de conception. En gros, on dit souvent qu'il faut faire d'abord un audit, ensuite une conception, et ensuite réaliser les travaux. Mais si vous savez que vous voulez faire des travaux, et que vous pensez que vous êtes prêt à les voter, il vaut mieux gagner 1 an et gagner quelques euros en sautant cette étape et en vous lançant tout de suite là-dedans. Ça, c'est possible. La grande majorité des copropriétaires ne sont pas dans ce cas-là et le disent d'abord, moi je suis motivé, mais d'une part je suis perdu, je ne sais pas ce qu'il faut faire, ou alors moi je sais, mais j'ai encore du mal à embarquer avec moi le reste de mon conseil syndical ou de ma copropriété, et donc on commence par un audit. Pourquoi audit? Alors, audit, que ce soit l'audit ou la conception, vous aurez compris notre parti pris, on ne fait jamais que de l'énergétique, on fait toujours énergétique, architectural et financier ensemble. Un projet qui marche, c'est un projet où on traite les 3. Parce que l'architectural, c'est ce qui fait envie à le plus grand nombre de personnes, et puis de toute façon, l'isolation, par exemple, on l'embarque dans un projet architectural, et le financier, si on le découple du reste, on va se retrouver à faire un projet merveilleux qui n'est pas finançable, ou commencer à parler de financement sans parler de projet architectural, donc il faut voter les 3. Idéalement les 3 avec nous, mais certains choisissent de découpler les 3 et ça marche aussi, parce que vous avez une équipe avec les 3 compétences qui va travailler de concert, mais il faut avoir les 3 expertises avec soi. Donc dans ce cas-là, on se lance dans un audit. L'intérêt de l'audit, c'est que c'est plus superficiel, ça va vous dire où vous en êtes, votre bâtiment a ça et ça de vieillissant, il faudra envisager de faire ça, et ça va vous proposer quelques scénarios de travaux. On propose quelques scénarios de travaux, on vous dit ce que vous pourriez faire, ce qu'il faut absolument faire, ce qui serait quand même plutôt bien de faire et ce qui serait idéal. On va les chiffrer, c'est des estimations évidemment à ce stade, et estimer les aides. Donc un audit, en gros, ça va être 4 ou 5 fois moins cher qu'une conception, mais ça ne va pas la remplacer, attention. Ça sert juste à vous voir où vous en êtes pour une étude qui n'est pas trop chère, donc pour une copropriété qui n'est pas encore prête à s'engager dans des travaux parce qu'elle n'est pas sûre de vouloir en faire. Et au bout de l'audit, il y aura une présentation à l'Assemblée Générale où on vous dira, voilà, votre copropriété, elle a tel et tel besoin urgent, tel et tel besoin moins urgent qui pourrait être intégré ou non aux travaux, et ça coûterait selon nos estimations de temps, et on vous propose de démarrer une conception, ou pas. Si la conclusion, c'est pas courant, mais c'est arrivé, une conclusion, franchement, vous pourriez attendre 10 ans, dans ce cas-là, surtout si le plus courant c'est, si les façades sont en bon état, s'il n'y a pas besoin d'un ravalement dans les 10 prochaines années, il vaut mieux, le principal déclencheur, c'est quand le bâtiment est vieillissant dans son ensemble, surtout la façade, un petit peu les toitures aussi. Donc dans ce cas-là, on peut démarrer par un audit et la conception suivra. Donc ça coûte un tout petit peu plus cher et on passe maintenant sur l'audit. Sur l'audit, quelque chose qu'on doit attendre d'un audit, c'est les obligations légales. Bon, et ça, il ne faut pas les oublier. Ouais. Parce qu'il y a des obligations de ravalement dans certaines villes, notamment Paris. Et puis nous, on est dans un IGH, il y a des obligations sur lesquelles on ne peut pas faire la place. On doit attendre ça d'un audit. IGH, c'est un immeuble de grande hauteur qui est donc soumis à des réglementations beaucoup plus strictes en termes de sécurité. Et effectivement, ça met des obligations qui sont supplémentaires. Et l'audit, en général, le but, c'est de proposer différents scénarios. Et le scénario 0, c'est celui qui doit vous dire tout ce que vous êtes obligé de faire. Parce que mise en conformité réglementaire ou une partie du bâtiment qui doit être changée en urgence. Donc ça, c'est le scénario 0. On dit ça parce que vous dites vous faites les travaux parce que vous en avez envie, c'est pas vrai. On fait les travaux, nous on fait les travaux parce qu'on est obligé. C'est vrai, c'est vrai. J'ai pu faire un raccourci. Bon, je dis ça parce que... C'est vrai que ça fait moins envie de le dire comme ça. Légales. Et après, je ne veux pas qu'on m'accuse non plus de dire vous êtes obligé, vous devez faire, mais il y a des cas où on l'est effectivement. Et voilà, dernier mot aujourd'hui sur ce qu'on a fait. On a travaillé pour 62 copropriétés qui représentent 8800 logements, et parmi elles, 3300 ont voté des travaux.
Et les autres, eh bien, soit c'était un simple audit et ils n'ont pas décidé d'aller plus loin, soit on est encore en train de travailler avec eux. C'est le cas de plusieurs d'entre vous. Pardon ? Après, le taux de transformation d'une conception en travaux, il est plutôt à 85%. Mais là, il y a tous ceux qui sont encore dans le pipe, comme on dit. C'est-à-dire, là, il y a pas mal de gens dans cette salle avec qui on travaille, qui n'ont pas encore voté les travaux. Donc ils sont dans les 8800, mais pas dans les 3300. Et en moyenne, on est sur une division par 2 de la consommation d'énergie. Parce que ça se fait relativement bien avec un programme de travaux global. Et un chiffre qu'on me demande souvent aussi qui me semble important, un quart des ménages sont à revenus modestes ou très modestes. Ce qui veut dire que c'est pas mal, ça veut dire que c'est assez accessible pour eux. Ça veut aussi dire que 75% des gens ont des revenus moyens ou élevés et donc n'ont pas des montants d'aide de subventions extrêmement importants. Donc les subventions, c'est un coup de pouce pour les travaux, c'est pas non plus la base et la motivation unique, ultime pour les réaliser. Sur les consommations d'énergie, c'est global ou c'est uniquement sur le chauffage? 48% c'est sur les simulations qu'on fait, donc ce qu'on appelle 5 usages, donc selon les modélisations. Voilà, global. On regarde la consommation, en gros, en moyenne, on démarre à 230 kWh par mètre carré par an et on finit par 120 en moyenne. C'est la consommation de... Ouais. Quand vous dites revenus modestes, c'est ceux qui peuvent avoir les aides de l'ANA. Voilà. Ouais. En fait, je dis ça parce que, maintenant un peu moins, mais il y a quelques temps, chaque fois que j'avais un rendez-vous, on me disait soit, ah mais la moitié du temps, on me disait c'est un outil pour les gens qui ont peu d'argent, et l'autre moitié du temps, on me disait c'est un outil pour les gens qui ont beaucoup d'argent. Donc moi, ça me sert à dire, c'est un outil pour les gens tout court. Les seuls publics pour lesquels on a du mal à travailler, c'est les copropriétés dysfonctionnelles, comme je disais, qui ont un très fort taux d'impayés, qui n'arrivent pas à réunir des assemblées générales qui n'arrivent pas à décider. Ça, notre outil ne fonctionne pas bien. La sélection naturelle, c'est fait au début, pas oui. Avant de faire l'audit, c'est tout. Vous avez raison, mais sur l'audit... Parce qu'à première vue, pour faire l'audit, il y a toute une démarche qui est faite pour savoir si c'est des copropriétés viables ou pas viables. Donc vous éliminez toutes les copropriétés qui ont des problèmes. Exactement, sur l'audit, on va regarder rapidement et on va leur dire, vous avez peut-être 2 ou 3 problèmes à régler avant de faire l'audit. En présentation à l'art, vous aviez indiqué de ne pas avoir plus de 15% d'impayés par rapport au budget. Au moment du vote de travaux, parce qu'il n'est pas rare non plus qu'une copropriété vienne nous voir en disant, bon bah, moi là j'ai 30% d'impayés, qu'est-ce que je fais? Et ben, on leur explique que le plus important c'est de travailler sur la réduction du taux d'impayés, mais si il y a un beau travail collectif, conseil syndical ici, sachant que cette phase dure 1 an en théorie, mais il arrive qu'elle traîne un petit peu plus, et bien ça veut dire qu'ils auront tout ce temps pour essayer de faire un plan d'apurement des dettes, donc arriver à un taux d'impayés qui soit raisonnable en phase d'un jet de vote de travaux. Je suis désolé, mais l'apurement de dette, ça ne se fait pas sur un an. Parce que quand un syndic a commencé à ne pas faire le recouvrement pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, les gens ne peuvent plus rembourser. En fait, ça dépend lesquels. C'est-à-dire que ceux qui se retrouvent à 6 000 € de dette, je suis d'accord avec vous. Ceux par contre, par contre, tous ceux qui ont des 200-300 € qui traînent ici ou là, ça peut se régler. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on va voir, au moment de l'âge de vote de travaux, qu'on va voir s'ils ont réussi à passer assez vite de 25 à 18% parce qu'il y avait plein de petits impayés et qu'il y a une bonne gestion qui a été reprise. Et par contre, ce que vous dites sur les très gros impayés, on est d'accord, ça se gère sur des années. Mais les très gros impayés, si c'est pas en masse, on peut parfois les sortir de notre calcul. Ça arrive, hein, il y a des copropriétés qui ont été tellement mal gérées que c'est l'horreur. On est tout à fait d'accord. Parce que là où je suis, on vient de passer de 26% à 13% en 1 an. Alors là, ça veut dire qu'il y avait vraiment beaucoup de petits impayés sans doute. Plein de gens qui étaient à quelques centaines d'euros. Donc des choses qui peuvent se résoudre. Vous avez un an d'impayés. Ça, on en tient compte aussi. C'est-à-dire que s'il y a une bonne dynamique, on est assez confiant sur le fait que vous serez à moins de 15%.